Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans Autour du feu épisode 3. N'ayez pas peur, on l'a tourné directement dans la foulée de l'épisode 2. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup changé, rien n'a changé. Le feu est déjà à moitié brûlé, on le tourne dans la suite. Bienvenue dans cet épisode qui est toujours au cœur de la nature, notre feu de camp, nos caméras, le bruit des oiseaux et du crépitement du feu. Et nous-mêmes. Bienvenue dans l'intimité de Damoclès. Voilà. On commence à faire du CQB dans la maison avec du piégeage, du temps de défi de piège. Doucement les gars. Moi je m'en sers pour préparer mes vacances. Bon, ça fait très longtemps que je suis pas parti en vacances. Vous avez bien compris que vous ne pouvez pas faire confiance à votre cerveau dans des situations de stress. Parce qu'il se rétrécit, il devient tout petit, il devient nul à chier. Les 7 étapes indispensables. Donc, dans l'épisode 2, pour finir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et on vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'on introduit un peu ce dont on va parler d'aujourd'hui. Exactement. Nous avons fait un constat étonnant, Oui. mais réel. Actuellement, la quasi-totalité, pas tous, mais la quasi-totalité de nos clients sont des personnes qui ont une expérience opérationnelle. Voilà. Ou on a des combattants aussi. Oui. Donc anciens militaires, anciens policiers, Gendarmes, gendarmes, on a des pompiers. Pompiers, oui, pompiers. On a aussi des civils qui pratiquent à très bon niveau des sports de combat. Oui. Et on s'étonne que finalement, ce sont les personnes qui ont le plus d'expérience et de savoir dans le domaine de la protection individuelle et familiale qui passent par nous. Oui, c'est vrai. Alors que nous, on s'attendait à faire un tabac chez plutôt des gens qui ont... Aucune expérience opérationnelle, qui n'ont jamais vécu une confrontation et qui n'ont jamais eu d'entraînement du coup à ce sujet-là. Et pourtant non. Ah, pourtant non, ouais. Donc, Pourquoi? voilà, donc pour répondre, pourquoi on ne sait pas forcément, quoique on a quelques pistes. Là où on va insister dans ce contenu, on va vous donner les 7 étapes indispensables par lesquelles vous devez passer pour envisager de façon réaliste et fonctionnelle la protection de votre famille au sein de votre domicile. Puisqu'on dit défense de domicile, nous-mêmes on utilise cette expression pour nos contenus. C'est un abus de langage courant, donc tant pis, c'est pas grave, on n'est pas des... J'allais dire des nazis de la grammaire, mais nazis, il faudra peut-être le couper. Ouais, faudra peut-être pas le dire ce terme-là. En réalité, on serait plus sur de la protection familiale ou individuelle, puisque on ne peut, vous l'avez vu dans l'épisode précédent, on ne peut présenter un risque pour la vie d'un agresseur en utilisant éventuellement une arme à feu que si sa propre vie ou la vie de quelqu'un d'autre est mise en danger par cet agresseur en question. Donc voilà, on ne peut pas utiliser ces armes pour défendre juste la maison. Passé le moment sémantique, à ton avis, pourquoi on a surtout des gens qui ont une expérience pro dans le domaine? Bah moi je pense, et d'ailleurs les gens qui le sont, qui ont été clients de chez nous, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je pense que ces gens-là savent ce que c'est que la confrontation. Ils savent, déjà ils ont conscience des risques qui sont aujourd'hui présents quand on vit en France, Oui, c'est vrai. parce qu'ils l'ont vu, de par leur activité, et ils savent aussi ce que c'est que le réel d'une confrontation. C'est-à-dire qu'ils ont vécu des confrontations et ils savent que sans entraînement, c'est très compliqué d'agir proprement, de s'en sortir, que ce soit d'un point de vue santé comme d'un point de vue légal. Et que en fait, les gens qui ont déjà vécu ça savent qu'il est nécessaire d'être formés. C'est pas pour rien que les policiers, gendarmes, militaires, pompiers, ils s'entraînent quasi quotidiennement. Pour gérer ces situations-là au profit des gens qui nous appellent, qui nous appelaient pour nous. Oui. Faut 9 mois d'école et encore quand on sort d'école. T'es pas formé, hein. Wow. Vraiment. La vache, il y a du boulot encore. Il y a énormément de boulot. Donc ouais, je pense qu'effectivement, t'as raison, il y a une forme de conscientisation qui est plus accrue. C'est ça. Conscientisation dans le dur. C'est pas uniquement BFM qui t'a appris que il y a X personnes qui se font planter tous les jours. Non, c'est parce que tu l'as vécu, tu l'as vu, tu as vu des gens qui ont été dans des mauvais états. Tu savais qu'ils avaient arrêté de publier les stats des agressions par arme blanche depuis quasiment 2017 ?
Ah ouais? Je crois que c'est 2017. Il y aura sûrement des gens qui sauront bien mieux que moi, je vous laisse dans les commentaires me dire ça. Mais je crois que c'est 2017 et c'était 120 agressions au couteau par jour. Oui. Je pense, sans me tromper, qu'aujourd'hui on est à beaucoup plus. Oui, c'est sûr. Puisque nous-mêmes on en a vu un peu. Beaucoup. Beaucoup. Ouais. Toi encore plus que moi. Puis on sait qu'aujourd'hui, tous les mecs qui se battent dans la rue, moi je globalise, hein, c'est pas tout le monde, je vulgarise, Une j'extrapole. certaine catégorie de personnes. Mais il y a beaucoup de gens qui se battent avec des armes blanches sur eux. Si ce n'est déjà que des armes blanches. Donc, Donc il y a un sacré problème. Ouais. Bon bref, c'était une aparté sur les armes blanches, Oui. C'est pas le sujet. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de vous amener un maximum de valeur par étape pour vous dire comment nous, avec une expérience opérationnelle cumulée de 16 ou 17 ans, un monitorat en technique d'intervention et une carrière uniquement de terrain, avec quelques années en unité d'interne. Comment nous, on envisage la protection du domicile, pour nous les étapes qui sont impérativement, qui sont inévitables, par lesquelles il faut passer pour avoir une protection réelle qui fonctionne et qui est complète. tout à fait. Étape 1. Allez, étape 1, vas-y, je te laisse regarder. Et bah, baptême terrain, vivre avec ses armes. Baptême terrain. Baptême terrain. Baptême terrain. Ça c'est intéressant. Ça c'est un des trucs qui étonnent les gens quand ils commencent nos contenus. Quand nos clients, quand ils commencent directement par ça. Alors les mecs, il y a beaucoup d'idées reçues. Les mecs, on dit on va apprendre à défendre notre domicile, on va commencer à faire du CQB dans la maison avec du piégeage, du temps de défi de piège. Doucement les gars. Ouais, c'est ça. Déjà, restons dans un truc légal, c'est vachement mieux. Et il y a des étapes préalables surtout. Et puis surtout, avant de savoir ce qu'on fait, il faut savoir où est-ce qu'on le fait. Voilà. Et donc le baptême terrain, c'est hyper intéressant de connaître son terrain. En fait, n'importe quel militaire, force de l'ordre, pompier, même les pompiers, qui que ce soit, quand il va quelque part, bah, il se renseigne en amont sur son terrain pour analyser les points forts, les points faibles, et puis savoir ce qui l'entoure. Il y a reco, savoir donc reco physique, savoir reconnaître les points intéressants, ce qu'il faut relever, ce qu'il ne faut pas relever, parce que tout le monde connaît son domicile, son quartier, mais vous ne le connaissez pas tactiquement. Oui. C'est pas pareil. Donc savoir quoi relever. Avoir une vision objective de ses forces et de ses faiblesses de son terrain, avec des points d'attention. Et pour tout vous dire, c'est tellement important que une fois, on a fait une inter où baptême terrain et reco avaient été mal réalisés, on va dire ça. Ou en tout cas, on n'avait qu'une connaissance partielle du TO. Donc le TO, c'est le théâtre des opérations. Et ça a fini par, on a mis Milan à péter la porte, on a eu un blessé, bref, d'autres trucs, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Voilà, mais donc on va s'arrêter là, ne cherchons pas l'embrouille. Mais en tout cas, il y a eu un échec qui a été provoqué par une suite en fait, de petits grains de sable qui ont commencé par une mauvaise reco. C'est ça. En tout cas, une mauvaise préhension. Étude préalable. Voilà. Exactement. Pour vous dire à quel point c'est capital. Et toutes les missions qu'on commencent par une caisse à sable. Donc les militaires savent exactement ce que c'est une caisse à sable. D'ailleurs, c'est plutôt la gendarmerie qui a piqué ça aux militaires. Ouais. Du coup, on nous a appris à le faire. Et c'est super intéressant. C'est la modélisation de là où on va travailler avec des petits éléments représentatifs et visuels. Histoire de mettre dans les yeux de tout le monde, pour visualiser l'endroit sur lequel on travaille. Voilà. Et ça va être capital pour vous, mais ça va être aussi capital pour les gens qui vivent avec vous et qu'ils aient la même vision du terrain que vous. Tout à fait. Donc terrain, ça va du plan de masse, c'est-à-dire un peu votre région. Oui. Ensuite, on va arriver sur tout ce qui va être un plan beaucoup plus restreint sur la maison et ses alentours, puis la maison et ses extérieurs, puis l'intérieur. On fait par on part du plus loin au plus près. Voilà. Du général au particulier, comme on disait. Comme on disait, exactement. Ensuite, va déjà falloir apprendre à vivre avec ses armes. Oui, et vivre avec ses armes, c'est pas n'importe quoi. On l'a dit dans le dernier épisode Autour du feu, quand on a des armes, c'est une responsabilité qu'on a choisie, parce qu'on choisit d'avoir une arme. Donc après, il y a des actions qui en découlent de cette responsabilité, que ce soit le stockage, l'approche auprès de notre famille, nos enfants, nos invités,
vivre avec ses armes, c'est pas anodin, avoir une arme à feu chez soi. Et donc, il y a des choses à mettre en place. Ouais. Déjà, s'adapter aussi aux enfants. Oui. Parce que normalement, vous connaissez parfaitement les règles de sécurité liées aux armes à feu. C'est enseigné, il me semble. Hein. Donc très bien. Mais pour un enfant, c'est plus difficile à comprendre. Sachant que, évidemment, tout est au coffre et tout est fait en sorte, c'est fait en sorte pour pas qu'ils y aient accès. Malgré tout, on ne peut pas garantir, surtout à partir d'un certain âge, qu'ils y auront vraiment jamais accès. Oui. Et un enfant, c'est très malin. C'est très curieux et très malin. C'est très curieux, surtout les petits garçons vis-à-vis des armes. Donc c'est important aussi de se mettre à leur niveau, de leur donner des règles propres qui sont à même de comprendre, qui ne sont pas forcément les mêmes règles que pour les adultes, qui sont adaptées à leurs capacités. Et aussi même voilà, de savoir parfaitement sécuriser son arme dans une direction non dangereuse. C'est quoi une direction non dangereuse puisque vous allez sûrement faire de l'entretien de vos armes après le tir, vous allez sûrement faire des choses comme ça. Donc il va y avoir des manipulations à réaliser. Autant savoir le faire de façon 100% sûre et sereine. Tout à fait. Étape numéro 2. Voilà. Étape numéro 2, la prépa matos. Préparation matérielle. Donc déjà, dedans on aborde notion de balistique et munitions, protection et aide à la visée et moyens lumineux. Exactement, puisqu'on aborde un domaine particulier qui est on passe d'utiliser une arme en stand, tout va bien, je suis détendu, tout est éclairé, tranquille, à merde, qu'est-ce que je fais avec s'il se passe vraiment un truc. C'est plus du tout le même monde, c'est comme passer du kart à la Formule 1, je pense. Il y a des trucs à savoir d'un point de vue purement court. Oui. Donc il faut connaître la balistique, mais dans son volet terminal. Oui. Donc c'est-à-dire l'effet dans la matière vivante. Il va falloir connaître les protections, par exemple. Une question qu'on n'a pas encore eue, mais à laquelle on répond. Est-ce qu'un gilet pare-balles, c'est utile pour un civil ? Oui, tu vois pareil, oui. Il va y avoir des questions, voilà, c'est quoi une protection ? Il y a plein de trucs. Lampe, aide à la visée, comment ça s'organise, comment ça s'utilise. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, la discipline de lampe, les erreurs à éviter avec. C'est tellement vaste. Oui. Donc il faut passer par cette étape-là qui est nécessaire parce que c'est des choses qui vont permettre d'optimiser l'action qu'on va être capable de mener et peut-être de faire la différence. Tout à fait. En balistique, il y a aussi tout ce qui est, on a beaucoup la question pour le coup, surpénétration. Oui, surpénétration, effectivement, quand vous êtes au stand de tir, vous n'avez pas de questions à vous poser, il y a une vue de tir, il y a un piège à balles. Si vous envisagez une défense armée de votre domicile et que vous envisagez de faire usage de votre arme chez vous, en fonction de l'arme que vous avez, du calibre que vous avez et de la constitution de votre habitation, il y a des manœuvres qui vont devoir être réalisées pour éviter effectivement, donc, par exemple les risques de surpénétration. Donc, pour rappel, la surpénétration, c'est quand l'ogive, donc la balle, traverse une cible et va continuer sa route à un endroit où on n'aurait pas souhaité qu'elle aille. Donc effectivement, savoir la différence entre la surpénétration de la chevrotine et la 30-06, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Quel est l'effet d'un projectile basculant, d'un projectile qui va se fragmenter, un projectile qui va s'expanser. Il y a pas mal de choses qui sont importantes de savoir et en fait, on en revient au fait qu'il faut connaître son matériel. Ouais. On a une arme, mais toutes les armes sont différentes. Et il faut connaître son arme, il faut connaître son habitation, il faut connaître les munitions qu'on utilise. Et tout ça, en fait, pour pouvoir vivre sereinement quand on détient une arme à feu. Au même titre que quand vous achetez une nouvelle voiture, vous aimez savoir comment elle fonctionne. Où est-ce que c'est où le bouton pour régler mes sièges ? C'est la même chose, il faut connaître son matériel, parce qu'on va s'en servir. Donc son arme, on doit la connaître aussi pour savoir comment s'en servir, que ce soit au stand ou dans toute autre situation dégradée. Je pense qu'on a saisi l'intérêt de connaître son matos. Ouais. Partie suivante. Ouais, on est sûr. Partie 3, la préparation tactique. Troisième étape, la tactique. Et c'est là qu'on est un peu sur le cœur du sujet. La préparation tactique. Avant de commencer à faire du CQB niveau groupe,
il y a des principes déjà de base à connaître. Pourquoi on ne peut jamais anticiper toutes les situations précisément? On ne peut pas, c'est impossible. Donc, on va connaître et apprendre des principes qui marchent et qui peuvent s'appliquer dans beaucoup de situations. Voilà, pour nous, il y a boîte à outils. Exactement, une boîte à outils, parfait, une boîte à outils tactique. Pour nous, il y a un certain nombre de règles qui sont immuables, ouais, qui sont intestables et qu'il faut connaître. Il faut se pencher sur voilà, comment ça marche, le principe de la gestion des angles, comment ça marche. Quand on est tout seul et qu'on ne peut pas tout prendre, comment on fait? Oui, pareil. Si jamais quelqu'un vous dit ouais, vous inquiétez pas, je vais vous apprendre le CQB tout seul et ça va bien se passer, bah, partez en courant. Ouais, ça se passera jamais bien. Progresser seul en sécurité, c'est impossible. Bah, déjà, progresser en sécurité, c'est impossible. Oui. Mais alors, seul et en pensant que ça va bien se passer, impossible. Impossible. Le gars qui nous dit ouais, mais moi, il n'y a pas de problème, je peux gérer toutes les directions, passer sans m'exposer en éclairant tous les points. C'est impossible. Autrement dit, il va falloir avoir des méthodes pour limiter le plus possible l'exposition malgré tout. Mais quoi faire quand on ne peut pas, parce que des fois on ne pourra pas. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne pourra jamais se préparer à toutes les situations du monde. Il n'y a pas un schéma unique qui permet de réagir à toutes les situations du monde. Ça se saurait. Ça se saurait. Du coup, une boîte à outils, ça vous permet de tout repasser. C'est comme on vous dit, j'aime bien la parallèle avec la boîte à outils, oui. Parce que vous n'avez pas un outil qui permet de tout faire à la maison. Il n'y a pas une méthode qui permet de réparer tous les soucis dans la vie, de tout réparer. Même sur une voiture, vous ne pouvez pas faire un seul outil tout. Mais vous avez une boîte à outils qui vous permet de tout réparer petit à petit. Et c'est la même chose en fait, c'est qu'on vous donne les règles immuables qui vous permettent après de les adapter et de piocher ce qu'il faut à droite à gauche pour pouvoir réagir par contre à toutes les situations. On va falloir piocher dans l'expérience, dans ce qu'on sait qui marche, dans les rétextes divers, des principes qui visiblement ont l'air de quand même se répéter et marcher. Ensuite, il y avait aussi l'appel aux forces de l'ordre. Alors ça c'est un point essentiel. Exactement, sous-côté, oui. Personne ne sait passer correctement un appel aux forces de l'ordre. Pourquoi c'est important? Alors nous, est-ce que tu te souviens quand on était appelé pour une poule qui boite et on arrivait sur violence conjugale, oui. Avec présence des enfants, du sang partout Moi je me rappelle, je peux le raconter parce que c'est un fait des plus choquants, c'est appelé sur un accrochage sur la route avec deux personnes qui s'engueulent. Du coup, pas de pompiers, rien, parce que c'est deux voitures qui sont accrochées avec des gens qui s'engueulent, donc tu arrives plus sur des violences en fait sur la voie publique, et tu arrives et j'avais 3 voitures sur le toit. Et j'avais 11 victimes allongées sur la BAU, et du sang partout. Rappelle que tu es quand même en banlieue de Grenoble. Ouais, en BAU de banlieue de Grenoble. Ouais, à 17h, 17h30, donc fin de journée, ça circule de fou, il y a les bouchons partout, ça roule fort. Et là, il faut gérer. Et là, t'es 3. Et là, il faut prendre les décisions. Toi, t'es en début de carrière, t'as avec toi un mec qui est encore plus en début de carrière, et avec toi, une fille qui est encore plus en début de carrière. Du coup, t'es 3. Et là, tu dis bon. Et les deux mecs qui étaient en train de se prendre la tête, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc en gros, ce qu'on veut dire... D'où vient ce décalage entre la situation sur laquelle tu pars et du coup ce à quoi tu te prépares psychologiquement et les moyens qui sont mis en œuvre pour répondre à cette situation par le centre opérationnel qui reçoit les appels? Comment ça se fait que le centre opérationnel t'a envoyé toi avec tes 2 bonhommes et pas beaucoup d'expérience tout seul pour gérer un accident avec multiples victimes sur la BAU de Grenoble à 17h? Comment c'est possible qu'il y ait aussi peu de moyens qui aient été alloués à cette intervention? Donne-nous la réponse. Mais parce que la personne qui a passé l'appel n'a pas donné toutes les informations nécessaires dans l'appel. Voilà. Exactement. Et du coup, le centre opérationnel qui est aveugle... Et l'impact pour les victimes. Et du coup, les victimes, elles perdent du sang en attendant. Combien de garrots tu peux poser à 3? Ça dépend combien t'en as. En général, si tu te prends en moyenne avec le nombre de gendarmes qu'il y a, 1. C'est celui qui est dans la trousse de la voiture que ton vieux chib il te dit de surtout pas prendre sur toi parce qu'elle reste dans la voiture. Et oui.
Donc, bref, on arrête de tergiverser, Voilà. de digresser même. En gros, faut bien prendre en compte que le mec qui a au téléphone, quand vous faites le 17, le 15, le 18, peu importe, il est aveugle. Donc en fait, toutes les informations qu'on lui donne verbalement, bah, c'est tout ce qu'il aura. Et il va devoir engager des moyens en fonction de ça. Et il ne peut pas se permettre que dès qu'il appelle pour une poule qui boite, d'envoyer le SAMU, l'hélicoptère, le GIGN, le blindé, tout ça. Non, il adapte en fonction des informations qu'il a. D'où l'importance de faire un bon appel si on veut que les secours qui arrivent bah, soient proportionnés Sachant que ça à fait la demande. Ça fait partie des choses qui sont nécessaires d'anticiper à l'avance, puisque avec le stress et tout, on donne pas toutes les infos, on Non. donne pas toutes les bonnes infos. Et des fois, on oublie des trucs essentiels, genre qui on est, où on est. Oui. Pas pour rien, d'ailleurs, pour te couper, Ouais. que quand on fait nos stages de combat ou de formation en tant que gendarme, on apprend par cœur des canevas Oui. à expliquer derrière au centre opérationnel quand on a besoin d'enfants ou à nos deux autres collègues. Parce que dans le stress, on oublie plein de choses. On restitue 10 ou 20% de capacité en situation de stress. Donc en fait, bah, il faut connaître par cœur. Comme on l'a déjà dit plein de fois, en situation de stress, on n'est plus à même de vraiment réfléchir. On applique ce qu'on sait. Donc tu voulais dire? Bah, parfait, rien. Tu as parfaitement complété le sujet. Point suivant. Je pense qu'on a fini avec l'étape 3. 3. Étape 4, réagir dans l'action. Étape 4, il va falloir apprendre à réagir dans l'action. Alors qu'on n'a pas d'expérience, enfin, certains si, mais malgré tout, peu d'expérience. Quand on n'y a jamais été confronté ou pas beaucoup. Du stress. Ouais. Peut-être qu'on ne s'est pas préparé correctement, ou en tout cas pas avec les bonnes sources, et on agit un peu au pif. Déjà, on n'agit pas, on réagit. Donc c'est-à-dire qu'on a un temps de retard sur l'action initiale. Le mot réaction est super important. Ouais. Comment reprendre l'ascendant alors qu'on n'est pas à l'initiative de ce qui se passe? C'est-à-dire, y a quelqu'un qui rentre chez moi, je ne suis pas à l'initiative de ça. La personne, elle s'est préparée à rentrer chez moi. Moi, je ne suis pas prêt à ce qu'il y ait quelqu'un qui rentre chez moi. Comment je reprends l'ascendant sur ça? Eh bien, il n'y a pas de science infuse, personne ne l'a, c'est juste de la préparation. Si votre baptême terrain est bien fait avec méthode, vous aurez à peu près une idée correcte de statistiquement ce qui a le plus de chances de se produire chez vous. Et parmi les scénarios les plus dégradés, c'est-à-dire face à des individus déterminés, à quoi vous devriez à peu près être confronté. Et bien ça va vous permettre de définir avec méthode des schémas de réaction à l'avance, c'est-à-dire des conduites à tenir, c'est-à-dire comment... C'est-à-dire, voilà, il se passe ça, la procédure c'est ça. Et j'ai pas à réfléchir, mon cerveau sous stress c'est de la merde, il faut pas lui faire confiance. Éteignez vos cerveaux, faites comme les militaires. Donc à quoi ça sert ces schémas de réaction là? C'est que vous avez bien compris que vous ne pouvez pas faire confiance à votre cerveau dans des situations de stress, parce qu'il se rétrécit, il devient tout petit, il devient nul à chier. Voilà, donc l'idée c'est d'être capable d'agir sans cerveau. J'adore cette phrase. Voilà. Agir sans cerveau. Oui, c'est très militaire. Comment ferait une poule si elle se retrouve dans cette situation? Voilà, bah imaginez que d'un coup vous avez l'intelligence d'une poule, ce qui est à peu près ça, je pense. Ouais, c'est pas loin d'une poule, ouais. Donc il faut avoir préparé les choses à l'avance pour pas être dépendant de la réflexion qu'on a maintenant, qui est nulle. Et après c'est trop tard pour se dire putain merde, j'aurais dû faire ça. Et pourquoi c'est une manière de reprendre l'ascendant sur une situation que vous n'avez pas voulu provoquer vous? Et bah parce que vous aurez anticipé de toute façon ce que fera votre adversaire. Et donc vous aurez déjà un temps d'avance. Voilà globalement à quoi ça sert. Pour vous donner un exemple, comment fonctionne une colonne qui va taper au petit matin un individu dangereux, et ben ça, chacun sait ce qu'il a à faire le plus précisément possible. On n'est jamais à l'abri d'un imprévu, on n'est jamais à l'abri que le terrain soit un peu différent de ce à quoi on s'attendait, on l'a évoqué un peu plus tôt. On n'est jamais à l'abri que la personne soit présente, pas présente, à un euro on ne l'attendait pas, etc. Malgré tout, on a déjà préparé des plans à l'avance au cas où ça se passe comme on avait prévu. Et ensuite, du coup, le degré d'improvisation dans l'action, si on est surpris, il est minime. Il se joue sur 20%. Oui, tout à fait. Impossible que ça se joue sur 100%. Non, impossible. Ouais. Tu réagis avec ce que tu as.
avec tes fondamentaux. On en revient aux règles fondamentales qu'on avait vues avant, exactement. Ça sert à pallier, effectivement, quand il y a de l'imprévu. Oui, c'est ça. Il faut prendre en compte une chose, c'est que quand vous vivez une situation que vous n'avez surtout jamais vécue, bah, si vous n'êtes pas préparé mentalement à comment est-ce que je fais face à cette situation-là, bah, vous allez avoir un temps d'hésitation et le danger de réagir dans une action que vous ne connaissez pas, c'est de faire des mauvais choix. Et ça arrive à tout le monde. Et ça arrive à tout le monde, c'est normal. Mais un peu moins aux gens qui sont prêts. Point numéro 5. Allez, étape 5. Étape 5, réagir en cas non conforme. Ah bah voilà. Réagir en cas non conforme. Bah, là, pour le coup, il n'y a pas de secret, il faut avoir des méthodes. Une grosse boîte à outils. Ouais, ça, c'est une grosse méthode qui rejoint un petit peu comment on planifiait des missions. Oui. Savoir que quand on était encore gendarme, notre mission en tant que, au vu des qualifications qu'on avait, c'était de préparer les missions. Donc on vous disait tout à l'heure, on était notamment une de nos activités, c'était d'aller, comme on dit en jargon, taper, mais c'est pas physiquement taper quelqu'un, c'est aller interpeller quelqu'un de bon matin à son domicile. Et donc c'est des missions, on disait tout à l'heure, quand on parle du baptême de terrain notamment, ça se prépare. Et il faut décider de comment on le fait. Comment on va faire tactiquement. Où je mets tel bonhomme. Qu'est-ce que je fais, à quel moment je fais ça, où est-ce que je mets qui, quoi, où. Et effectivement, bah, ça demande de la préparation. Et comme on dit tout à l'heure, aucun cas n'est similaire. Aucune maison, aucun appartement, aucun quartier, aucune ville, aucune même target n'est identique. Donc on ne peut pas appliquer toujours le schéma d'action. Et donc, en fait, en cas non conforme, il faut une boîte à outils, il faut des outils qui vont permettre d'élaborer une tactique, une technique. Quelle que soit la configuration de la menace du terrain. Dans tous les cas, il faut pouvoir réagir, il faut pouvoir agir. Bon, en l'occurrence, nous on agissait, on ne réagissait pas dans ce cas de figure-là. Mais il faut toujours pouvoir s'adapter à une situation, même quand c'est pas tout prévu. Ouais, voilà. C'est ça. Parce qu'il y a des choses auxquelles on peut s'attendre, du style le cambriolage, on peut s'attendre à l'intrusion, on peut s'attendre à quelqu'un qui essaye de rentrer, à quelqu'un qui rôde. Mais on peut très bien être soumis à des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Oui. Et ça, il faut une méthode analytique qui permet d'être sûr qu'on a bien tout pris en compte, même des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et qui faut rien oublier. Voilà, et qui nous oblige à aller explorer en fait des cas et des données qu'on n'avait pas forcément vues. Et un sort de canevas qui dit ok, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important. Ça faut checker, Toi, tu as tellement de choses à penser qui sont importantes que tu peux oublier un truc. Un truc tout bête, ce qu'on avait, les anciens mili le connaissent très bien, c'est le Patrac CDVR. Le Patrac DVR. Dès qu'on se préparait une mission, on avait le Patrac DVR. En fait, c'est ni plus ni moins que la liste de courses de ce qu'il faut préparer. Moi, je m'en sers pour préparer mes vacances. Oui. Bon, ça fait très longtemps que je ne suis pas parti en vacances. Mais quand tu dois préparer un sac pour partir en vacances ou en week-end, mais c'est trop bien. Et combien de fois, quand vous partez en vacances, vous dites « Putain, j'oublie un truc ». On oublie quasiment toujours au moins un truc. Et bah avec un Patrac DVR, bah, t'oublies rien. Voilà. Parce que tu as dans ta liste, tu dis ok, il faut que je pense à ça, 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 ça. J'ai toute ma liste des points importants. C'est une méthode comme une autre. Hein. C'est une méthode comme une autre. Hein. Nous, si on parle de ça là parce qu'on l'a appliqué en situation réelle. Mais en fait, c'est pour dire que quand vous devez penser à préparer quelque chose, agir, réagir à des situations que vous ne pouvez pas prévoir à l'avance, bah, vous risquez d'oublier des choses. Et donc d'avoir une liste des choses très importantes auxquelles se préparer, auxquelles réfléchir, bah, en fait c'est essentiel pour rien oublier, pas oublier un point essentiel qui fait que tout peut capoter derrière. Point numéro 6. Étape 6. Étape 6, et dernière étape. Étape 6, réagir après l'action. Ça c'est souvent le grand oublié. Oui, c'est vrai. Ok, j'ai tout fait bien. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je suis devant une nouvelle situation. Ouais. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, on peut parler de la boucle OUDA. Nous, on appelait ça la boucle PEDA. Je sais pas de quoi il parle, la boucle Oui, OUDA, ouais. C'est la version originale. Ah ouais? Ouais. Tu connais pas l'histoire de la boucle OUDA? Non. C'est trop... Bah, ça va intéresser... Alors moi, je l'ai appris en stage parce qu'on m'a demandé... donc, quand on passe le monitorat, on vérifie qu'on est des bons pédagogues et des bons moniteurs. Donc, on passe tous par... bam, t'as tiré un sujet, tu fais un cours sur ça. Et des fois, c'est des trucs pas forcément dans le domaine qu'on connaît. Et moi, j'étais tombé sur expliquer la boucle PEDA. Donc, ouais. En France, on dit PEDA, donc c'est j'ai une situation que je perçois, le P. Percevoir mes situations. Ensuite, je vais évaluer la situation, le E.
Ensuite, je vais décider d'un ou de plusieurs modes d'action. Ensuite, je vais en choisir un et je vais agir, le A, PEDA. Et ensuite, je fais face à une nouvelle situation qui résulte de ce que j'ai fait. Et je retombe sur une nouvelle boucle. Donc je perçois une nouvelle situation. Bref. Voilà pour expliquer. Et donc la boucle OODA, c'est la version américaine. La boucle PEDA, c'est sa version originale. Parce que la boucle OODA, elle a été inventée par Monsieur Boyd. Si je ne me cours pas. John Boyd. Je vais me faire déchirer en commentaire par les amateurs d'aviation. Si jamais j'ai foiré, tant pis. Donc ouais, la boucle OODA, c'est en fait c'était un pilote de Top Gun, si je ne me cours pas aussi, des années 60, ça je suis quasiment certain, qui gagnait quasiment tous ses combats aériens. Ok. Et on a fini par quand même lui demander comment il faisait. Et il disait, mais moi en fait, j'ai un schéma de décision préétabli et du coup, je décide de façon un peu analytique. Il ne met pas trop d'émotion dans la balance. Enfin, ça enlève une part d'émotion dans la balance. Il disait observe, donc j'observe, oriente, j'oriente, voilà, je décide, donc decide, et act, j'agis. Donc la boucle OODA. Ok. Voilà, tout ça pour en venir à c'est pas parce que vous avez surréglé une situation que vous n'allez pas en créer une nouvelle derrière. Oui. Ok, Les conséquences de nos actes. c'est ça. J'avais un bonhomme chez moi, j'ai été obligé d'avoir une action quelconque. Il est touché, il n'est pas touché, il est par terre, il n'est pas par terre, il est parti, il n'est pas parti, il est touché, il est parti, il n'est pas touché, il n'est pas... Bref, il va y avoir je sais pas qui ou qui fait quoi, il va y avoir une nouvelle situation à percevoir. Ça, c'est le volet tactique. Vas-y. Ouais, fumée dans les yeux. Oui. Ah. Le volet tactique du post-action. Ok. Et le volet juridique. Volet juridique. Parce que ça compte. Et ça compte surtout pour vous qui nous regardez. Damoclès, on travaille dans un contexte juridique français en respect en permanence avec la législation française. Et on s'y tient et c'est extrêmement important et on s'y tiendra toujours. Quand vous avez une action de défense qui est réalisée, de manière générale, il y a toujours la justice qui va rentrer en boucle d'air, parce que ne serait-ce que par le fait que vous allez devoir déposer plainte. Donc ça, en fait, même si vous êtes cambriolé, vous n'êtes pas chez vous, il y a une suite judiciaire parce que vous déposez plainte pour le cambriolage. Dans tous les cas, ou même ne serait-ce qu'une tentative de cambriolage. Donc, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe judiciairement une fois que j'ai eu une action à réaliser suite à une situation prévue à mon domicile. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue défense, d'un point de vue charge qu'on va peser contre vous, d'un point de vue déroulé même, comment ça va se passer, combien d'heures ça risque de prendre, où est-ce que ça va se passer, dans quelles conditions émotionnelles vous serez, physiques, dans quelles conditions physiques vous serez, parce que ça a un énorme impact sur votre capacité de réflexion et d'explication, en fait, de capacité à vous justifier. C'est très fatigant, des petites astuces, des petits tips qui nous ont été donnés notamment par des avocats spécialisés du temps de notre activité. Donc en fait, comment est-ce que ça se passe, le post-action? C'est ça. Et comme l'a dit Guillaume, dans tous les cas, même si, effectivement, si vous avez fait usage d'une arme à feu, vous allez passer par la case garde à vue, audition, reconstitution, placement sous scellé de la maison, tout le tralala. C'est des années difficiles, même si à la fin on vous reconnaît la légitime défense. Mais il y a aussi toutes les situations où soit vous êtes fait taper, vous n'étiez pas là, vous avez déposé plainte. Comment ça marche une audition? C'est simple. Enfin, c'est quand même la base. Pas beaucoup de monde au final, j'imagine, j'ose espérer pour les gens, se sont fait auditionner dans leur vie. Comment ça se passe une audition en gendarmerie, en police? Exactement. Et donc même si ça s'est conclu uniquement peut-être par des injonctions ou un échange de coups, peu importe. Ouais. Dans tous les cas, quel que soit le niveau de suite judiciaire, il y en aura un. Voilà, donc c'est important de s'y préparer. Et comme ça, on va pas dans l'inconnu, essayer de dire des bêtises ou de faire des bêtises. Ouais, c'est ça, exactement. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. La préparation évite les conneries. Oui, c'est ça. Et tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire intervenir un avocat très très qualifié pour le moindre truc. Donc des fois, il faut un peu se débrouiller et c'est important de se préparer à ça aussi. Tout à fait. On arrive sur une fin d'épisode. On arrive sur une fin d'épisode. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure de ces 6 étapes? Je pense que on a donné énormément de valeur. Oui. Là, vous avez vraiment beaucoup de savoir en plus maintenant. Il est très possible qu'on vous propose dorénavant sur peut-être d'autres chaînes ou quoi, un programme qui reprendra exactement ce plan-là. Tiens.
Mais non, dans tous les cas, voilà, c'est important pour nous de poser les bases, poser les choses, que tout le monde prenne conscience de la réalité et pas forcément l'idée qu'on se fait d'une situation. Et qu'il faut prendre en compte ce genre de choses à 360 degrés et pas se contenter de CQB ou je sais pas quoi. Ouais, clairement. Finex ? Finex, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez voir les autres épisodes. N'hésitez pas à revenir en arrière sur les épisodes ADF 1 et 2 pour en apprendre plus sur nous ou sur notre manière d'amener la chose. C'était un plaisir, merci d'avoir été là. Finex ? Finex.